Voilà maintenant 52 chapitres qu'on est totalement plongé dans l'arc Egghead. Si depuis l'arc Sabaody, Oda nous a révélé l'importance cruciale de la science dans l'univers de One Piece, c'est véritablement avec l'arc Egghead que toutes ces préparations prennent une dimension concrète et fascinante. Durant l'arc Sabaody, les Mugiwara feront face pour la première fois au pacifista, des armes humaines à la parfaite apparence de l'ex-Shichibukai Bartolomeo Kuma, développé par le génie de la science Vegapunk. Ça sera également durant cet arc qu'il sera mentionné pour la toute première fois les Smiles. Encore inconnus à l'époque, on apprendra bien vite qu'il s'agit de fruits du démon artificiels créés par un scientifique de grande line. Et si on pousse la réflexion plus loin, la présence de Sanji ne fait que renforcer cette idée. Et en un seul arc, nous voilà face à 3 inventions des plus grands génies du monde scientifique. Imaginez un assemblage de cerveaux brillants travaillant ensemble dans l'ombre pour repousser les limites de la science et de la technologie. C'est précisément ce que représentent les MADS, une organisation mystérieuse et puissante au sein de l'univers de One Piece, fondée par des génies qu'on ne présente même plus, Vegapunk, Caesar Clone, Juge et Queen. Cette alliance de chercheurs ambitieux partageait un objectif commun: repousser les frontières de la connaissance et de la technologie. Leur recherche la plus controversée portait sur le facteur de lignage, une découverte révolutionnaire de Vegapunk qui révèle les mystères de l'hérédité et de l'évolution dans le monde de One Piece. Rien que ça. Ce concept responsable de la transmission des caractères biologiques a ouvert la voie à des avancées telles que la création de fruits du démon artificiels et la manipulation génétique. Mais leurs expériences ne se limitaient pas qu'à la génétique, ils ont également exploré d'autres domaines comme les cyborgs et la création d'armes biologiques. Leur quête de connaissances les a conduits à repousser les limites de l'éthique scientifique, menant à des expériences dangereuses et controversées. Aujourd'hui, bien que l'organisation elle-même soit tombée dans l'obscurité totale, l'héritage des MADS continue de hanter le monde de One Piece, laissant derrière elle un héritage de découvertes révolutionnaires et de mystères non résolus. Si l'arc Egghead est riche en révélations, ça ne reste pas moins qu'un point où tous les indices disséminés au fil de l'histoire par Oda finissent par prendre leur sens. Prenez ce que Shaka nous dit au chapitre 1065 par exemple, quand il dit que l'île est le passé, qu'il y a 900 ans, une civilisation était aussi développée que Egghead. C'est à la suite de la mini-aventure d'Ener qu'on apprend qu'il y avait une civilisation suffisamment avancée autrefois qui vivait sur la Lune et qui ont migré sur Terre. Mais ce n'est pas la seule chose qu'on apprendra. Il sera fait mention de l'île Karakuri, l'île où Vegapunk vivait dans sa jeunesse. L'île sera donc mentionnée bien avant que Franky y mette les pieds. On apprend qu'un scientifique nommé Tsukumi y a créé des robots et qu'à sa mort, ces robots se sont rendus sur la Lune. Finalement, ils tomberont sur des pirates de l'espace et perdront le combat. Tous ces souvenirs se passent dans le flashback d'une des machines. Et à travers ces quelques pages, on comprend que ces machines sont dotées de conscience et de sentiments. Plus tard, Ener tombera sur d'autres robots qu'il réanimera. Et là, si on est attentif, quelque chose devrait tout de suite nous interpeller. Comment des robots créés par un scientifique de la Terre ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des robots créés sur la Lune il y a des siècles de ça? Et par-dessus tout semblent partager les mêmes caractéristiques. Tous ces éléments semblent être des détails, mais à titre d'exemple, les pacifistas ne sont que des machines bons qu'à obéir à des ordres, de simples outils. On commencera à voir ces caractéristiques que plus tard sur les Séraphins, les créations les plus avancées de Vegapunk. Et c'est par cet infime détail entre la ressemblance des 2 groupes de robots qu'on peut comprendre que la technologie présente sur Terre ne vise qu'à reproduire celle de l'ancien royaume. Et si ces robots ont vu le jour sur une île où Vegapunk a mené des expériences, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, plus tard sur Punk Hazard, une île où Vegapunk mènera des expériences, il sera fait mention du SAD, une substance verdâtre obtenue en mélangeant plusieurs facteurs de lignage permettant de créer des fruits du démon artificiels. Et sur Egghead, on apprendra l'existence du sang vert, également fabriqué à l'aide du facteur de lignage, dans le but d'imiter les pouvoirs d'un fruit du démon. Ces 2 substances semblent étroitement liées, et que ce soit les robots du professeur Tsukumi ou le SAD de Caesar Clone, ces 2 inventions ont vu le jour sur des îles où Vegapunk a mené des expériences. Et chaque aspect révolutionnaire de ces inventions verront leur plein potentiel être révélé sur Egghead à travers les Séraphins. Dans cet éventail de recherches sur la nature de l'humanité, un aspect crucial semble avoir échappé aux MADS, celui de prolonger la vie humaine elle-même. Je suis seulement dans la 130aine, c'est la fleur de l'âge, et regarde ma peau. Rien ne vous choque? Rien ne vous surprend? C'est lors de sa première apparition au chapitre 134 qu'on apprendra l'âge de Kureha. Elle demande alors si on veut connaître son secret pour rester jeune. À ce moment-là, on ne peut prendre cette réplique que pour un gag. Et pourtant, au fur et à mesure que l'histoire avance, quelque chose est tout de suite mis en avant par Oda. Que ce soit Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, Garp le héros de la marine ou Rayleigh le second du roi des pirates, aucun ne sera épargné par le temps et tous, malgré leur statut légendaire, perdront de leur force avec l'âge. Et c'est tout à fait logique.
Et c'est ici que nous plongeons dans le cas énigmatique de Kureha, une figure aussi intrigante que fascinante, dont l'âge défie les lois de la nature. Elle a quasiment le double de l'âge de Barbe Blanche et pourtant se porte à merveille. Et en dehors de ça, comment fait-elle pour vivre si longtemps? Quel est son secret? Je pense que la réponse se trouve dans les mots de Chopper au chapitre 665. Il dira que César utilise sur les enfants de Punk Hazard une puissante drogue que seuls certains médecins sont autorisés à utiliser. Et au vu de son statut d'ancien membre des Mads et du fait qu'il agisse dans l'illégalité, il est tout à fait normal qu'il ait ce passe-droit, qu'il ait accès à cette drogue. Mais qu'en est-il de Kureha? Chopper nous dira qu'elle en utilisait parfois. Et elle a beau être un excellent médecin, est-ce pour autant suffisant? Et si Kureha était une ancienne membre des Mads? Ça semble tiré par les cheveux, mais différents membres de ce groupe alors insoupçonnés ont été révélés, notamment Miss Buckingham Stussy. Il n'est donc pas impossible que Kureha ait pu avoir sa place au sein de ce groupe. Maintenant, prenez du recul sur ce groupe, leurs membres et les différentes recherches menées, et on se rend vite compte qu'ils travaillent tous sur un aspect de l'humain afin de le faire évoluer. Prenez Juge par exemple. Il a mené des expériences sur ses enfants pour en faire des soldats améliorés. César, en dehors de ses armes de destruction massive, travaillait sur la géantification, Vegapunk le clonage et Queen la modification corporelle. Dans tout ce lot de recherche, un seul et pourtant le plus flagrant n'y figure pas, un moyen de rallonger l'espérance de vie des êtres humains. Et si les expériences de Kureha chez les Mads visaient justement à augmenter l'espérance de vie des êtres humains? Pendant longtemps, des gens ont justifié sa longévité par l'ultime pouvoir du Openomi, l'opération de jouvence, mais ça ne semble pas coller. Quand on fait référence à la jouvence, c'est pour parler de retrouver sa jeunesse éternellement. Et ce point est particulièrement intéressant. Kureha dira bien, tu veux connaître mon secret pour rester jeune. C'est bien la jeunesse qu'elle met en avant. Et pourtant, elle a bien l'apparence d'une vieille femme qui aurait 139 ans. Donc, son opération à l'inverse du Openomi redonnerait alors au corps un second souffle et lui permettrait de vivre plus longtemps, tout en gardant l'apparence d'une personne âgée. Et Kureha y serait parvenue grâce à des modifications du facteur de linéage. Et en dehors de cette capacité qu'elle semble être la seule à posséder, Kureha sera le premier personnage à mentionner le Di comme étant quelque chose d'important, tout en nous révélant le véritable nom de Goldie Roger, liant ainsi Luffy à Roger. Kureha semble donc connaître la véritable signification du Di, et il va sans dire qu'avec tous ces éléments à notre portée, on peut facilement comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. Ok, très bien, mais où je veux en venir avec tout ça? Récemment, toute l'attention est portée sur Im et ses 5 doyens, mais quelque chose est assez frappant, un détail à côté duquel un bon nombre de personnes semblent être passées. Ivankov lui dira qu'un des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial portait le nom de Nerona Imu. Ça a tout de suite fait sens. Im faisait donc partie des 20 rois fondateurs et vivrait depuis 800 ans. Pour rappel, il y a 800 ans, avant l'histoire actuelle, 20 familles royales de différentes îles à travers le monde ont formé une alliance pour combattre l'ancien royaume. 19 des 20 familles royales se sont installées à Maréjoise, la ville construite au sommet de Red Line à la moitié symbolique de Grand Line, un endroit localisé au centre du monde. Seule la famille Nefertari refusa de quitter son royaume. Chacun des 19 monarques ont placé une arme autour du trône vacant en signe de vœu que le monde n'est pas qu'un seul dirigeant, mais qu'il soit dirigé par une coalition. Donc pourquoi parmi ces 20 rois fondateurs, Im en particulier jouit de ce privilège? On peut sans contester se dire que Im est animé par une ambition démesurée, une soif de pouvoir inégalée. Il aurait alors subi l'opération de jouvence et depuis siège sur le trône vacant et tire les ficelles dans l'ombre. Et c'est là que ça coince. Im veut être tout puissant, il est donc logique qu'il soit le seul à avoir subi l'opération de jouvence et vivre éternellement. Ce n'est donc pas le cas de ses 5 doyens. Donc s'ils n'ont pas subi l'opération de jouvence, comment font-ils pour vivre si longtemps? On a vu lors du flashback de Kuma que Sachon avait déjà la même apparence il y a 38 ans en arrière et ne semble pas avoir changé d'un pouce. Donc comment est-ce possible? Par le même procédé que Kureha évidemment. Depuis le début de la vidéo, j'ai cité un bon nombre de scientifiques et il s'avère qu'un des membres de la plus haute instance du gouvernement se révélera en être un. On apprendra de la bouche de Sachon qu'il est un homme de science et qu'il n'hésite pas à mener des expériences sur des nouveau-nés comme ça sera le cas avec Bonnie. Il se pourrait donc que le secret pour augmenter son espérance de vie est un mystère qu'ils ont élucidé depuis bien longtemps. Et c'est pour ça que parmi les Mads, seul Vegapunk attirera leur attention. En dehors de son génie, ses recherches sur le facteur de lignage sera décrit comme un danger pour le monde, pour la toute simple raison que c'est la base de tout. C'est sur cet aspect que réside le secret de la création et de toute avancée technologique. Les scientifiques et le danger qu'ils représentent sont mis en avant depuis l'arc Punk Hazard, que ce soit Kaido, Big Mom ou le gouvernement mondial, tous font appel à la science pour augmenter la puissance de leur rang.
Il n'est donc pas impossible que le secret derrière la longévité du Gorosei se cacherait dans la science et non pas derrière une quelconque capacité de fruit du démon. Mais comment expliquer leur régénération monstrueuse? Sachon se fera gravement blesser à 2 reprises. Et pourtant, les dommages qu'il recevra disparaîtront aussitôt. Luffy dira d'ailleurs que quels que soient les coups qu'il lui mettra, il semble ne rien sentir. On peut expliquer ça par 2 raisons selon moi. Le premier point est évidemment son fruit du démon de type Zoan éveillé, qui lui octroie une grande endurance et une capacité de régénération accrue. C'est quelque chose qu'on apprendra de la bouche de Crocodile à Impel Down. Mais ça ne semble pas tout expliquer. Le coup d'épée que Bonnie infligera à Sachon disparaîtra totalement. Et je pense que pour comprendre ce phénomène, il faut voir plus loin. Voir d'où vient leur pouvoir si mystérieux qui semble venir d'une autre dimension. Et une fois encore, la réponse se trouve dans la science. Shaka nous dira au chapitre 1069 que les fruits du démon de type Zoan absorbent et contrôlent la personnalité de leur utilisateur. Et Vegapunk, en voyant Nika, dirait que les fruits du démon sont le fruit de différentes volontés intérieures. En d'autres termes, les fruits du démon naissent du désir des hommes. De cette façon, si certains individus ont pu donner à des fruits du démon le pouvoir de se transformer en animaux, les membres du Gorosei, avides de pouvoir et animés par une soif insatiable de domination, auraient adopté la forme de yokai. Ces créatures naissent de la peur profonde des hommes. Chaque forme des membres du Gorosei serait d'ailleurs associée à une peur ressentie par l'homme. Gyuki, un monstre hantant les mers, représentant la terreur des tempêtes dévastatrices. Itsumade incarne la peur des créatures célestes malveillantes, suscitant la peur des nuits obscures. Oki symbolise la peur des vastes étendues sauvages et inhospitalières, inspirant des récits de rencontres terrifiantes dans des hauteurs isolées et inexplorées. Bakotsu représente la peur de la mort violente et des catastrophes soudaines, alimentant des récits de tragédies et de désastres imminents. Quant à Sandworm, il incarne la peur des déserts inhospitaliers et les dangers cachés sous les dunes, inspirant des récits de voyages périlleux à travers les étendues arides et mortelles. Il est intéressant de noter que toutes ces peurs sont directement liées à celles que pourrait ressentir un aventurier, un homme qui sort des sentiers battus. Elles forcent ainsi les hommes à rester chez eux et à ne pas tenter de prendre la mer ou mettre les pieds dans des endroits encore inexplorés. De cette manière, le Gorosei, incarnant une force d'oppression, symboliquement avec leur fruit du démon, représente également une prison de liberté, empêchant les hommes d'explorer le monde qui les entoure. Et lorsque Sachon prend sa forme animale, il se taira totalement. Plus un seul mot ne sortira de sa bouche, parce que tout comme expliqué par Shaka, son fruit du démon aura absorbé la personnalité de son utilisateur. Il ne restera plus qu'un monstre qui a qu'une seule idée en tête, éliminer Nika. C'est bien beau tout ça, mais ça n'explique pas tout. Ça reste avant tout des fruits du démon mythiques, et ce n'est pas la première fois dans One Piece qu'un personnage incarne un yokai avec son fruit du démon. Katarina Devon par exemple se transforme en renard à 9 queues. Alors d'où peut provenir ces pentagrammes? Pourquoi sont-ils numérotés de 1 à 5? Toujours au chapitre 1069, Vegapunk dira que les utilisateurs du fruit du démon existent dans différentes dimensions imaginées par quelqu'un avant eux. À qui faisait-il référence en disant ça? Et s'il faisait référence à Im? Et si Im était une entité capable de donner vie au désir le plus profond des hommes? Il finira par être corrompu face à la soif de pouvoir de certaines personnes. Ce qui explique pourquoi Nika est son ennemi naturel. Il agit en dehors des règles préétablies et n'a que pour seule limite son imagination. Sa capacité est déroutante et ridicule parce qu'elle bouleverse l'ordre naturel des choses, l'ordre imposé par Im. Les membres du Gorosei seraient donc des créations de Im. Ça lui assurerait d'avoir de loyaux serviteurs qui ne le trahiraient jamais, mais également une face visible au monde. Et ça expliquerait le lien qui unit les 5 personnages, leur régénération instantanée et leur longévité. Les numéros sur leur pentagramme ne seraient donc pas un classement de leur niveau de puissance comme certains le pensent, mais leur ordre de création. Cette théorie ne réside pas sur grand chose, mais tout reste encore flou et il faudra attendre les prochains chapitres pour avoir le fin mot de l'histoire. Dernière suggestion, il s'agit tout simplement de démons et non d'êtres humains. Oda a déclaré dans l'interview du film Red que des démons comme Tot Musica existent dans l'univers de One Piece, mais qu'il n'avait pas encore réfléchi à l'apparence qu'il leur donnerait. Les membres du Gorosei seraient donc des humains possédés par des démons qui n'ont pas encore montré leur réelle apparence, et ça expliquerait donc pourquoi ils sont capables de parler par télépathie et leur invocation par pentagramme. Quelle que soit la réponse à ces questions, une chose est sûre, que nous soyons confrontés à des yokai mythiques, à des expériences scientifiques révolutionnaires ou à des récits de courage et de détermination, One Piece nous rappelle que chaque pas en avant est une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau, de se battre pour un avenir meilleur et de réaliser le potentiel infini qui réside en chacun d'entre nous. Alors que nous naviguons à travers les flots tumultueux de ce monde fantastique, gardons à l'esprit que même dans les moments les plus sombres, l'aube de la romance nous attend, prête à illuminer notre chemin vers l'aventure et la découverte.